Quand je suis entré dans la salle du tribunal, mon fils a laissé échapper un petit rire et mon gendre a secoué la tête. Le juge a pâli, sa main tremblant tandis qu'il murmurait « Mon Dieu, c'est vraiment lui !» Tous se sont retournés pour me regarder. Personne n'imaginait qui j'étais vraiment jusqu'à ce jour. La porte de la salle d'audience était plus lourde qu'elle n'aurait dû l'être. Ou peut-être était-ce le poids de mes 68 ans, portant le fardeau d'une trahison que je n'aurais jamais imaginé vivre. Lorsque j'ai poussé ce bois sombre, j'ai senti le grincement résonner comme un avertissement, mais pour qui, je ne le savais pas encore. L'air était dense, une odeur de vieux papier, de café réchauffé et de tension. Mes yeux ont balayé la salle avant même que je ne fasse le premier pas. Il était là, mon fils, Thomas, assis à côté de son mari, Laurent, dans ce costume gris qu'il trouvait élégant, mais qui ne masquait que sa médiocrité. Thomas portait une chemise bleu marine, celle que je lui avais offerte au dernier Noël. L'ironie faisait plus mal que n'importe quel mot. Quand ils m'ont vu, c'est arrivé. Thomas a laissé échapper un petit rire, pas fort, mais qui a tranché le silence comme du verre brisé. Laurent a secoué la tête comme quelqu'un qui regarde un enfant têtu qui insiste pour faire un caprice. Les deux ont échangé un regard. Ce regard de complicité qui n'existe qu'entre des personnes qui conspirent ensemble. J'aurais dû avoir honte. C'est ce qu'il voulait, que j'entre là courbé, vaincu, acceptant mon rôle de petit vieux incapable qui devait être protégé de lui-même. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. J'ai fait un pas de plus. Mes chaussures confortables ont frappé le sol froid avec une fermeté que je n'attendais pas moi-même. C'est alors que j'ai remarqué le mouvement dans le coin de la salle. La juge, une jeune femme, Madame Delorme, cheveux attachés dans un chignon impeccable, a levé les yeux du dossier. Mais ce n'est pas elle qui a eu la réaction, c'était l'homme à côté d'elle. Un monsieur aux cheveux gris, costume sombre, posture droite. Il n'aurait pas dû être là. Il n'était pas courant qu'un conseiller d'État à la retraite assiste à une audience banale, de mise sous tutelle. Mais M. Henri Beaumont n'était pas là par hasard. Quand nos regards se sont croisés, j'ai vu la couleur disparaître de son visage. La main qui tenait le stylo a commencé à trembler. Il a murmuré quelque chose à voix basse, mais le silence de la salle a amplifié chaque syllabe. Mon Dieu, c'est vraiment lui. Et puis, comme des dominos qui tombent, toutes les têtes se sont tournées. L'avocat de Thomas et Laurent, un type bedonnant nommé Meurichard, cousin de Laurent, a froncé les sourcils, confus. La greffière a arrêté de taper. Même le gardien près de la porte m'a regardé avec une curiosité renouvelée. Je n'ai rien dit, j'ai simplement marché jusqu'au siège qui m'était réservé, du côté opposé à celui de mon fils. J'ai senti le poids des regards, mais j'ai aussi senti quelque chose de nouveau, du pouvoir, parce qu'ils ne savaient pas. Personne ici ne savait qui j'étais vraiment. Thomas a dû sentir que quelque chose n'allait pas. Son petit rire s'est éteint. Laurent a croisé les bras, sa posture arrogante, vacillant pendant une seconde. Meurichard a feuilleté ses papiers, cherchant une information qui expliquerait la réaction du conseiller d'État. La juge s'est éclairci la gorge. Nous pouvons commencer. Voici l'audience concernant le dossier numéro 4628, demande de mise sous tutelle de Jacques Lefort, requise par son fils Thomas Lefort-Dubois. Mon nom complet a résonné dans la salle. Jacques Lefort. Cela faisait si longtemps que je n'avais pas entendu quelqu'un le prononcer de cette façon, avec le poids officiel qu'il portait. Henri m'observait toujours, incrédule. Il devait se souvenir. 1983, tribunal administratif de Paris, l'affaire de l'industriel accusé de fraude fiscale. J'avais 26 ans et j'étais l'un des plus jeunes avocats dans cette salle. Henri était procureur, jeune et idéaliste. Nous nous sommes battus férocement, mais avec un respect mutuel. J'ai gagné. Il m'a félicité après, me disant que je deviendrais grand, et je l'ai été pendant quelques années, jusqu'à ce que j'échange ma toge pour un tablier, les tribunaux pour le salon, mon nom d'avocat pour celui de père au foyer.
Mais certaines choses ne s'effacent pas, certaines choses ne font que sommeiller. J'ai regardé Thomas. Il était agité maintenant, rongeant le côté de son ongle, un tic nerveux qu'il a hérité de moi. Laurent lui a chuchoté quelque chose à l'oreille, essayant probablement de le calmer. J'ai voulu sourire, mais je n'ai pas souri, parce que 3 mois plus tôt, quand j'ai reçu ce papier à ma porte, la citation judiciaire disant que mon propre fils demandait à me faire déclarer incapable, quelque chose en moi s'est brisé. Ce n'était pas du désespoir, c'était de la colère. Une colère froide, calculée, du genre qui construit des stratégies au lieu de détruire des meubles. Et aujourd'hui, dans cette salle étouffante avec une odeur d'injustice dans l'air, j'étais sur le point de montrer le prix de la trahison. Mais comment en sommes-nous arrivés là? Comment un père qui a tout donné, chaque goutte de sueur, chaque nuit blanche, chaque rêve abandonné, se retrouve assis dans un tribunal accusé d'être fou par son propre fils? Laisse-moi te raconter depuis le début, parce que cette histoire n'a pas commencé aujourd'hui. Elle a commencé il y a 8 mois, le jour où mon mari François a fermé les yeux pour la dernière fois et où mon fils a finalement montré qui il avait toujours été. Si tu veux comprendre comment une famille peut se transformer en champ de bataille et comment un homme sous-estimé peut renverser la situation quand personne ne s'y attend, reste avec moi. Abonne-toi à la chaîne, parce que cette histoire va te faire remettre en question tout ce que tu croyais savoir sur la loyauté, le sang et la justice. François est mort un mardi pluvieux de février. Crise cardiaque foudroyante, alors qu'il s'occupait des rosiers du jardin. Il n'a même pas eu le temps de crier. Quand je l'ai trouvé, l'arrosoir était encore dans sa main. 43 ans de mariage. 43 ans à partager le même lit, le même petit déjeuner, les mêmes disputes futiles, sur quelle chaîne regarder après le dîner. Il n'était pas parfait, loin de là, mais il était mien. Et quand nous l'avons enterré par cet après-midi froid, j'ai senti que j'enterrais aussi une partie de moi. Thomas a pleuré aux funérailles. Il a pleuré joliment, de cette façon que tout le monde voit et commente. Le pauvre, il était si attaché à son père. Laurent est resté à ses côtés tout le temps, l'embrassant, lui chuchotant des choses que je ne pouvais pas entendre. Il semblait être le couple parfait dans la tragédie. Je n'ai pas pleuré en public, non parce que je ne le voulais pas, mais parce que quand on a vécu presque 7 décennies, on apprend que les larmes devant les autres deviennent des munitions. Alors j'ai gardé ma douleur pour l'aube, quand personne ne pouvait en témoigner. Les 2 premiers mois après l'enterrement ont été étranges. La maison, qui avait toujours été bruyante, même avec seulement nous deux, est devenue un mausolée silencieux. Je me réveillais en espérant sentir l'odeur du café que François préparait à 6 heures du matin, mais il n'y avait que le vide. Thomas apparaissait de temps en temps, apportait des plats que je n'avais jamais demandés, rangeait des choses qui n'avaient pas besoin d'être rangées, me regardait avec cette expression de pitié qui m'irritait profondément. « Papa, tu ne peux pas rester seul dans cette grande maison, » disait-il, assis sur le canapé que j'avais moi-même choisi il y a 15 ans. « C'est dangereux, et s'il t'arrive quelque chose. J'habite ici depuis 30 ans, Thomas. Je pense que je sais me débrouiller. » Il soupirait. Laurent, toujours présent lors de ses visites, secouait la tête comme si j'étais un enfant têtu. « Monsieur Jacques, nous voulons seulement le meilleur pour vous, » disait-il avec ce ton paternaliste qui me donnait envie de lui jeter le cendrier en cristal à la tête. Mais j'avalais ma colère parce que c'était mon fils et mon gendre, parce que la famille est sacrée, ou du moins, c'est ce que je croyais encore. La vérité a commencé à apparaître quand la succession est entrée en jeu. François avait été méthodique toute sa vie. Il a travaillé 38 ans comme directeur administratif dans une entreprise d'import-export. Il a pris sa retraite avec un salaire décent et a investi avec prudence. À sa mort, il a laissé la maison où nous habitions, une belle demeure de 3 chambres dans un quartier prisé du 16e arrondissement, évaluée à 890 000 €, et une épargne de 340 000 €. J'étais l'unique héritier direct de tout. La loi est claire. Le conjoint a des droits sur les biens du couple. Mais Thomas avait aussi des droits.
En tant que fils unique, la moitié de l'héritage lui reviendrait à l'avenir, dans mon avenir, quand je mourrais. Le problème, c'est que j'étais vivant, bien vivant, et c'est là que les choses ont commencé à changer. Laurent a commencé à apparaître plus souvent, toujours avec des conversations sur les investissements, la planification successorale, la sécurité financière. « Vous avez déjà pensé à faire une donation entre vifs, monsieur Jacques ?» a-t-il demandé un après-midi, manipulant son téléphone, tandis que Thomas feignait d'organiser ma vitrine en cristal. « Donation ?» ai-je répété sans bien comprendre. « Oui, nous pourrions tout faciliter maintenant, éviter la bureaucratie future. Vous continueriez à vivre ici, bien sûr, mais sur le papier, la maison serait déjà régularisée. » Régularisée? Quel joli mot pour dire arraché à moi. « Je vais y réfléchir », ai-je répondu, sentant mon estomac se serrer. Ils ont échangé un regard. Ce maudit regard à nouveau. Dans les semaines suivantes, les visites se sont intensifiées, toujours avec une excuse. Apporter de la nourriture, vérifier si j'allais bien, réparer un robinet qui n'était pas cassé. Mais j'ai commencé à remarquer des choses. Laurent mesurant le salon avec un mètre, Thomas photographiant les tableaux que mon père m'avait laissés en héritage. Les deux chuchotant dans la cuisine, s'arrêtant brusquement quand j'entrais. Un soir, après leur départ, j'ai trouvé une brochure oubliée sur le canapé. C'était d'une entreprise immobilière, projet de rénovation pour maisons anciennes, marge de profit estimée après revente, jusqu'à 60%. J'ai senti mon sang se glacer. Ils n'étaient pas inquiets pour moi, ils étaient inquiets pour la propriété, et la seule chose sur leur chemin, c'était moi. C'est alors que j'ai compris. Je n'étais plus le père, j'étais l'obstacle. La campagne a commencé lentement, si lentement qu'au début, ça ne ressemblait même pas à une campagne. Thomas appelait tous les jours, parfois 2, 3 fois, toujours avec la même rengaine. « Papa, tu as pris tes médicaments ?» Je ne prenais même pas de médicaments, juste un pour la tension de temps en temps, quand le médecin insistait, mais il demandait comme si j'étais un patient terminal oublié dans un EHPAD. « Oui, fils », je répondais, fatigué. « Tu es sûr ? Parce que hier tu as dit que tu les avais pris, mais quand je suis arrivé, j'ai vu tous les comprimés encore dans la plaquette. » Mensonge, pur mensonge. Mais il le disait avec tant de conviction que pendant une seconde, même moi j'ai douté de moi-même. Laurent a commencé à apparaître avec un petit carnet. Il disait que c'était pour noter les choses importantes dont je devais me souvenir. « Regardez, monsieur Jacques, je vais noter ici. Lundi, c'est le jour de payer l'électricité. Mercredi, la taxe foncière arrive à échéance. Vous pourrez vous en souvenir ? Laurent, je paie mes factures depuis 50 ans. » Il a souri, ce sourire condescendant de quelqu'un qui traite avec un enfant têtu. Bien sûr, mais on vieillit, n'est-ce pas? Normal d'oublier des choses. Normal. Il a dit normal comme quelqu'un qui plante une graine. Ensuite ont commencé les épisodes inventés. Un après-midi, Thomas est entré en trombe, le téléphone à la main. « Papa, la voisine m'a appelé. Elle dit que tu as laissé la gazinière allumée hier soir. Toute la maison aurait pu prendre feu. » Je l'ai regardé, incrédule. Quelle voisine? Madame Moreau. Madame Moreau était morte 6 mois plus tôt. Cancer du poumon. J'étais allé à l'enterrement. Thomas, Madame Moreau est morte. Il a cligné des yeux, détourné le regard. Ah non, désolé, c'était sa fille, Charlotte. Charlotte habitait à Lyon. Elle n'avait pas mis les pieds dans cette maison depuis des années, mais Thomas ne s'attendait pas à ce que je le sache. Il comptait sur mon ignorance, sur ma prétendue confusion mentale. « Je n'ai pas laissé la gazinière allumée !» ai-je répondu fermement. « Je n'ai même pas utilisé la gazinière hier. J'ai mangé le plat que tu as apporté. » Il s'est mordu la lèvre. « Alors, ça devait être avant-hier. » « Je ne sais pas. »« Papa, tu es tellement distrait dernièrement. » Distrait. Encore une graine. Laurent a commencé à commenter avec d'autres membres de la famille, des cousins éloignés, des neveux que je voyais une fois par an, toujours avec ce ton inquiet, presque noble. Nous surveillons Jacques de près. Il oublie beaucoup de choses.
La semaine dernière, il s'est perdu en revenant de la boulangerie. Je ne me suis jamais perdu. La boulangerie est à 4 pâtés de maison. J'y vais depuis que j'ai emménagé dans cette maison. Mais l'histoire s'est répandue et chaque personne qui l'entendait y ajoutait un détail. Le pauvre, il paraît qu'il oublie même les noms de ses petits-enfants. Je n'ai pas de petits-enfants. Thomas n'a jamais voulu d'enfants. Il disait que ce n'était pas son truc. Mais maintenant le récit changeait et je devenais le grand-père dénaturé, perdu dans son propre esprit. La goutte d'eau a été le médecin. Laurent a amené un certain docteur. Mercier, un type maigre, petites lunettes, blouse impeccable. Il a dit qu'il était ami de la famille et qu'il voulait faire une évaluation préventive. Je ne connaissais même pas cet homme. Il m'a posé des questions idiotes. Quel jour était-ce? Qui était le président? Combien faisait 7-8? J'ai tout répondu avec une précision chirurgicale, le regardant droit dans les yeux, mais à la fin, il a secoué la tête gravement. Monsieur Lefort, vous présentez des signes de déclin cognitif léger. Rien de grave encore, mais c'est préoccupant. Je recommande un suivi et peut-être une mesure de protection juridique préventive pour vous protéger. Protéger. Toujours ce mot. Thomas était dans la pièce, feignant la surprise, mais dans ses yeux je voyais le soulagement. « Docteur, que devons-nous faire ? Chercher une orientation juridique, s'assurer qu'il ne prend pas de décision financière précipitée. La mise sous tutelle pourrait être la meilleure solution. Mise sous tutelle ? Le mot est tombé dans la pièce comme une bombe. Quand ils sont partis, je suis resté seul. Je me suis assis dans le fauteuil de François, celui qu'il aimait, où il regardait le football et se plaignait de l'arbitre, et j'ai laissé la douleur de la trahison me transpercer. Mais je n'ai pas pleuré, parce que quelque chose s'était réveillé en moi. Quelque chose d'ancien, déguisé, qui était resté silencieux trop longtemps. J'ai pris mon téléphone portable, le même que Laurent pensait que je savais à peine utiliser. J'ai ouvert l'enregistreur et j'ai commencé à documenter tout. Chaque mensonge, chaque machination. Parce que s'ils pensaient que j'étais sénile, naïf, vaincu, ils étaient sur le point de découvrir le prix de sous-estimer un homme qui a survécu à des choses qu'ils n'imaginent même pas. L'enveloppe est arrivée un jeudi. Papier Kraft, cachet du tribunal, mon nom tapé en lettres froides. J'ai reconnu immédiatement ce que c'était. Quiconque est passé par le système judiciaire reconnaît. Citation à comparaître. Mes mains ont tremblé quand j'ai déchiré le cachet. Pas de peur, de fureur contenue. Dossier numéro 4628. Requérant, Thomas Lefort-Dubois. Défendeur, Jacques Lefort. Objet, mise sous tutelle. J'ai lu chaque mot 3 fois. Chaque ligne était un coup de poignard différent. La requête initiale était jointe. 17 pages de mensonges juridiques bien construits. L'avocat, Semeux Richard, cousin de Laurent, avait fait du bon travail. Il décrivait un homme que je ne reconnaissais pas. Le défendeur présente des oublis fréquents, une désorientation temporelle, une difficulté à gérer ses finances. Comportement erratique. Comportement erratique. Moi qui me levais à 6 heures tous les matins, prenais mon café, arrosais les plantes, lisais le journal, payais mes factures en ligne sans l'aide de personne. Ils ont joint des certificats médicaux, 3 certificats, l'un d'eux signé par ce docteur Mercier, qui m'avait évalué cet après-midi-là. Les 2 autres, je ne connaissais même pas les médecins. Probablement des signatures achetées. Il y avait plus de déclarations de témoins, des voisins qui m'auraient prétendument vu confus dans la rue, un employé de pharmacie qui affirmait que monsieur a acheté le même médicament 2 fois le même jour, par oubli, tout inventé, tout fabriqué avec une précision effrayante. Et à la fin, la demande, mise sous tutelle complète, nomination de Thomas comme tuteur, transfert de l'administration de tous les biens, la maison, l'épargne, tout. Je me suis assis sur le canapé, tenant toujours les papiers. L'horloge murale indiquait 15 heures. La maison était silencieuse, mais à l'intérieur de moi, il y avait un ouragan. Thomas est arrivé une demi-heure plus tard. Il avait une clé. Je la lui avais donnée des années plus tôt quand je croyais que mon fils était mon allié. Il est entré avec cet air d'agneau. Il était préparé pour la scène. « Papa, je dois te parler. »
J'ai levé les yeux lentement. J'ai montré l'enveloppe. De ceci, il a dégluti. Laurent est apparu derrière lui, comme toujours. Mon gendre adorait se cacher derrière son mari quand la situation devenait difficile. « Papa, s'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. »« Expliquer » ai-je coupé sèchement. Il s'est assis au bord du fauteuil, répété. Chaque geste semblait appris par cœur. « On veut juste te protéger. La maison est trop grande. Tu es seul. N'importe quoi pourrait t'arriver. »« Et l'argent ? Papa, tu pourrais être trompé. Tu pourrais tomber dans un piège. »« Piège » ai-je répété, laissant le mot flotter. « Comme le piège que vous me tendez maintenant ?» Son visage s'est durci. « Ce n'est pas un piège, c'est de la précaution. La précaution serait de me demander si j'ai besoin d'aide. La précaution serait de me parler. Vous êtes allé directement devant les juges. Thomas, vous m'avez accusé de folie sans me donner une chance de me défendre. » Laurent a finalement ouvert la bouche avec ce ton qu'il croyait conciliateur. « Jacques, vous prenez ça trop personnellement. C'est juste une formalité légale. Vous continuez à vivre ici. Nous allons simplement gérer les finances, nous assurer que tout reste en ordre. » « En ordre pour qui ? Pour vous. » Il a croisé les bras. « La maison est à votre nom et à celui du défunt. Avec la tutelle, nous pourrons finaliser la succession plus rapidement, vendre si nécessaire, mieux investir l'argent. » Vendre. C'était là le mot qu'ils évitaient, mais qui avait toujours été au centre de tout. « Vous voulez vendre ma maison ?» ai-je dit, chaque syllabe pesant comme du plomb. Thomas a essayé de prendre ma main. Je l'ai retirée. « Papa, pas maintenant, mais à l'avenir, peut-être pour obtenir un endroit plus petit, plus facile à entretenir. Et le reste de l'argent sera placé, il fructifiera. » Fructifiera pour eux. Silence. Laurent a soupiré, irrité. « Vous êtes dramatique. Nous sommes une famille. Tout ce qui est à vous sera à nous un jour de toute façon. Nous ne faisons qu'accélérer le processus pour éviter les problèmes. » Famille. Ce mot avait complètement perdu son sens. J'ai regardé mon fils, cherchant dans ses yeux une trace du petit garçon que j'avais bercé dans mes bras, à qui j'avais appris à lire, que j'avais défendu contre les brutes à l'école. Je n'ai rien trouvé. « Signe les papiers, papa, » a-t-il dit, fatigué. « Ce sera mieux pour tout le monde. Me Richard a dit que si tu acceptes, le processus sera rapide, indolore. » Indolore. Comme si arracher ma dignité, mon autonomie, toute ma vie était une simple procédure chirurgicale. « Je ne signerai pas. » Laurent a soufflé. « Alors ce sera fait à la dure. Le juge va nommer un expert, faire une évaluation et à la fin, le résultat sera le même. Vous ne ferez que dépenser plus d'argent en avocat. » Ils se sont levés. Thomas a encore tenté un dernier appel émotionnel. « Papa a réfléchi bien. Fais-le pour nous, pour ton bien. » Pour mon bien, ils sont partis. J'ai verrouillé la porte derrière eux, puis j'ai rallumé l'enregistreur du téléphone. J'avais tout, chaque mot, chaque confession involontaire. J'ai souri seul, amer. Ils pensaient avoir tendu le piège parfait, mais ils étaient sur le point de découvrir que la proie savait chasser. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je suis resté assis au bureau de la chambre, celui que François m'avait offert pour mon anniversaire il y a 20 ans. Le bois était déjà usé, taché de café et d'encre, témoin silencieux de tant d'aubes. J'ai ouvert le tiroir du bas, celui qui restait toujours verrouillé. Là-dedans, gardé entre de vieux papiers et des photographies jaunies, il était là, mon passé enveloppé dans du cuir marron. J'ai passé mes doigts sur la surface du dossier. J'ai senti le relief des lettres dorées, à moitié effacées par le temps. Jacques Lefort, avocat à la cour. Cela faisait des décennies que je ne l'avais pas ouvert. À l'intérieur, ma carte d'avocat. La photo était celle d'un jeune homme, regard déterminé, cheveux courts, impeccable. J'avais 24 ans quand cette photo a été prise. Je venais de passer l'examen du barreau, 3e de ma promotion. Sous la carte, des coupures de journaux soigneusement préservées, des manchettes que ma mère avait collectionnées fièrement. Jeune avocat remporte une affaire impossible contre un géant du secteur immobilier.
Jacques Lefort. La nouvelle promesse du droit des affaires parisien. Un homme affronte les préjugés et l'emporte dans une salle d'audience bondée. J'ai souri, amer. Cet homme semblait être une autre personne, mais ce n'était pas le cas. Il était là, sous les rides, les maux de dos, les cheveux gris. J'ai été bon, très bon. Dans les années 80, être un avocat ouvertement homosexuel, c'était nager à contre-courant avec des pierres attachées aux pieds. Les collègues me traitaient comme un secrétaire. Les juges ignoraient mes arguments jusqu'à ce que j'élève la voix. Les clients doutaient jusqu'à ce que je gagne mon premier procès. Mais j'en ai gagné beaucoup. J'ai défendu des entrepreneurs, des femmes au foyer injustement accusées, des travailleurs écrasés par des patrons puissants. Chaque victoire me donnait une plus grande réputation, et chaque réputation me donnait des cas plus difficiles. C'est dans l'un de ces cas que j'ai rencontré Henri Beaumont. C'était en 1983. J'avais 26 ans, il en avait 29. Procureur récemment nommé, idéaliste, rigoureux. L'affaire concernait un industriel accusé d'évasion fiscale. Des valeurs qui aujourd'hui sembleraient ridicules, mais à l'époque, c'était une fortune. Henri m'a affronté de toutes ses forces. À chacun de mes arguments, il ripostait. Chaque témoin que je présentais, il le disqualifiait. Pendant 6 mois, ce tribunal est devenu un champ de bataille. J'ai gagné, non pas parce que mon client était innocent, peut-être ne l'était-il pas, mais parce qu'Henri a commis une erreur procédurale, petite, presque invisible. Je l'ai remarqué, je l'ai utilisé. Après le verdict, il m'a cherché dans le couloir. « Maître Lefort », a-t-il dit en tendant la main, « c'était un honneur de vous affronter. » J'ai serré sa main. « L'honneur était le mien, maître Beaumont. » Il a souri. « Vous irez loin, vous serez l'un des grands. » Je l'ai été pour un temps. Je me suis marié à 30 ans. François était comptable. Je l'ai rencontré lors d'une affaire d'entreprise. Un homme calme, fiable, totalement différent du monde accéléré des tribunaux. Il m'apaisait. À 33 ans, nous avons adopté Thomas. L'adoption a été difficile, des démarches administratives interminables, des entretiens où l'on nous regardait de travers. François m'a demandé de ralentir. « Chérie, tu n'as rien à prouver à personne. Nous avons de l'argent de côté, reste à la maison, prends soin de toi, de notre fils. Ensuite, si tu veux, tu pourras reprendre. » Je l'ai cru. Après l'arrivée de Thomas, j'ai plongé dans la paternité. Couche, biberon, nuit blanche. Mon congé s'est transformé en absence prolongée, une absence qui est devenue permanente. Quand j'ai essayé de revenir, 2 ans plus tard, le monde avait changé. Mes clients avaient trouvé d'autres avocats. Mes contacts s'étaient refroidis. Et François avait toujours une excuse pour que je retarde mon retour. « Thomas a besoin de toi maintenant, il est si petit. » « Chérie, est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Tu es tellement stressée quand tu travailles. On n'a pas besoin d'argent. Détends-toi. Détends-toi. » Et quand j'ai regardé, 15 ans étaient passés. Thomas était adolescent, j'avais la quarantaine, et ma carrière était enterrée. Je n'ai jamais annulé mon inscription au barreau. Je payais ma cotisation religieusement comme on paie une pénitence pour un rêve abandonné. Mais je n'avais plus jamais mis les pieds dans un tribunal jusqu'à aujourd'hui. J'ai fermé le dossier lentement, j'ai pris mon téléphone, j'ai cherché sur Google Jean-Claude Moreau, avocat Paris. Le nom est apparu immédiatement. Grand cabinet, renommé, spécialisé en droit de la famille et des successions. Jean-Claude avait été mon camarade de faculté, l'un des rares qui me respectait vraiment. J'ai appelé. Il a répondu à la 3e sonnerie. « Moreau. »« Jean-Claude, c'est Jacques. Jacques Lefort. » Silence. Puis un rire incrédule. « Jacques, mon Dieu, je pensais que tu étais devenu une légende urbaine. Combien d'années? » ?»« Beaucoup, ai-je répondu en souriant pour la première fois depuis des jours. « Jean-Claude, j'ai besoin d'aide. » « Je t'écoute. » Je lui ai tout raconté. Il a écouté en silence, lâchant seulement quelques jurons bien choisis au bon moment. Quand j'ai terminé, il a sifflé doucement. « C'est sordide, mais tu as des preuves. Enregistrements, documents, tout. »
Tu es mon élève préféré, a-t-il ri. Passe me voir demain, nous allons détruire ces canailles. J'ai raccroché et regardé à nouveau ma carte d'avocat. L'homme sur la photo était encore vivant, et il avait faim de justice. L'anniversaire de Thomas était samedi, 38 ans. Il a toujours tenu à le célébrer, non pas parce qu'il aimait les fêtes, mais parce qu'il adorait être le centre d'attention. Cette fois, ils ont organisé un dîner chez eux, un appartement moderne dans un quartier branché, tout minimaliste, plein de meubles blancs qui n'allaient avec rien. Laurent adorait montrer qu'il avait bon goût. J'ai reçu l'invitation par SMS. Pas même un appel. « Papa, dîner chez nous samedi, 20h, viens, s'il te plaît, bisous. » S'il te plaît. Comme si c'était une demande sincère, pas un ordre déguisé. J'ai pensé à ne pas y aller, mais Jean-Claude m'a conseillé « Vas-y, observe, enregistre tout ce que tu peux. » Des gens comme ça se trahissent toujours quand ils pensent avoir gagné. Alors, j'y suis allé. Je suis arrivé à 20h précises, j'ai sonné et j'ai attendu. J'entendais des rires à l'intérieur, de la musique d'ambiance, le bruit des verres. Thomas a ouvert la porte, chemise rouge ajustée, maquillage impeccable, sourire en plastique. « Papa, content que tu sois venu. » Il m'a embrassé rapidement, de cette façon protocolaire, sans chaleur. J'ai senti le parfum coûteux que Laurent lui avait probablement offert avec le salaire qui soutenait à peine le style de vie qu'il prétendait avoir. Le salon était plein. Je reconnaissais certains visages, des cousins éloignés, des amis du couple, des collègues de Laurent, personne qui ne se souciait vraiment de moi. Tout le monde, mon père est arrivé, Thomas a annoncé théâtralement. Certains ont fait un signe de tête, d'autres ont à peine regardé. Je me suis assis dans un coin près de la fenêtre. J'ai placé mon sac sur mes genoux. À l'intérieur, mon téléphone enregistrait déjà. Le dîner a commencé. Nourriture chère, vin importé, conversation vide sur les investissements, les voyages, les voitures. J'ai à peine touché à mon assiette. C'est au moment du dessert que ça a commencé. Laurent s'est levé, verre à la main, a tapé sur le côté du cristal avec une cuillère, demandant l'attention. Tout le monde a levé son verre. J'ai tenu le mien, méfiant. « Mesdames et messieurs, un toast !» a-t-il commencé en tirant Thomas par la taille. « Aujourd'hui, nous célébrons une année de plus de mon magnifique mari. Mais je veux aussi profiter pour parler de quelque chose d'important. » J'ai senti mon estomac se serrer. Nous traversons une période de changement dans la famille. Jacques, le père de Thomas, a besoin de soins spéciaux. Il devient un peu étourdi, n'est-ce pas? Il a ri, mais personne n'a ri avec lui. Alors nous avons décidé de prendre en charge ses affaires, la maison, l'argent, ces choses-là, pour nous assurer qu'il reste bien, tranquille, sans souci. Les gens m'ont regardé, certains avec pitié, d'autres avec cette curiosité morbide de ceux qui regardent un accident sur la route. Thomas a complété d'un ton mélodramatique. « C'est difficile, les amis, de voir mon père comme ça, si fragile, mais on doit être fort, non ? Faire ce qui doit être fait. » Il s'est approché de moi, a posé sa main sur mon épaule, un geste qui semblait affectueux, mais qui était possessif. « Ne t'inquiète pas, petit papa, nous allons tout gérer pour toi, l'argent, la maison, tout. Tu n'as plus à t'inquiéter de rien. » J'ai senti ses ongles s'enfoncer légèrement dans mon épaule. La table est tombée dans un silence gêné. Ma cousine Béatrice, la seule personne présente qui avait encore un peu de décence, a détourné le regard. Laurent a levé son verre. Voilà, à la famille, à la santé et aux nouvelles phases de la vie. Santé, ont tous répété mécaniquement. Je n'ai pas bu, je me suis levé lentement, j'ai pris mon sac. Où vas-tu, papa? Thomas a demandé, surpris. À la maison. Mais il y a encore le gâteau. Je n'ai pas faim. J'ai marché jusqu'à la porte. Personne n'a essayé de me retenir. Au fond, tous étaient soulagés. Le vieil homme gênant s'en allait. Quand j'ai mis la main sur la poignée, j'ai entendu la voix de Laurent, basse mais pas assez basse. Il était près de la cuisine, parlant à un ami. « Dans 2 mois, cette maison est à nous, vieille corvée. Mais que faire, hein? L'héritage ne tombe pas du ciel. » Rire de lui et de quelqu'un d'autre. Et puis j'ai entendu Thomas rire aussi.
Au moins, il coopère. Imagine s'il était difficile, ce serait l'enfer. Ma main s'est figée sur la poignée. Corvée. Il m'a appelé Corvée. J'ai respiré profondément. Je ne me suis pas retourné. Je n'ai rien dit. J'ai ouvert la porte et je suis sorti. Dans l'ascenseur, seul, j'ai laissé les larmes couler. Pas de tristesse, de colère, d'indignation, mais aussi de détermination. Parce que maintenant j'avais tout, chaque mot, chaque aveu, et il n'avait aucune idée de ce qui allait arriver. Le lundi matin, j'étais assis dans le bureau de Jean-Claude Moreau, au 12e étage d'un immeuble miroir sur les Champs-Élysées. Le bureau avait une vue sur toute la ville, une jungle de béton qui avait déjà été la mienne. Jean-Claude avait vieilli, bien sûr, cheveux gris, lunettes épaisses, mais le même sourire tranchant de quelqu'un qui aime un bon combat juridique. « Montre-moi ces enregistrements », a-t-il demandé, tendant la main. J'ai passé mon téléphone. Il l'a connecté à un ordinateur portable, a mis des écouteurs et est resté 40 minutes dans un silence absolu, écoutant seulement. J'ai vu les expressions changer sur son visage. Surprise, indignation et, à la fin, un sourire dangereux. Il a enlevé les écouteurs. « Jacques, c'est de l'or pur. Ça suffit. Ça détruit leur procédure. Procédure abusive, faux témoignages, tentative d'escroquerie. Je peux invoquer 5 infractions différentes juste de tête. » J'ai ressenti un immense soulagement. « Alors tu acceptes l'affaire ?» Il m'a regardé comme si je l'avais offensé. « J'accepte, Jacques. Je le ferai gratuitement s'il le fallait, mais tu vas payer parce que je sais que tu as trop d'argent et de fierté pour accepter la charité. » J'ai ri pour la première fois en semaine, un vrai rire. Combien ? 20 000 € d'honoraires initiaux. Si nous gagnons, et nous allons gagner, 15% de toute indemnisation. Marché conclu. Nous nous sommes serrés la main. Jean-Claude a pris un bloc, a commencé à griffonner. Je vais demander la production de ces enregistrements comme preuve. Demander une expertise indépendante pour prouver ta capacité mentale. Et je vais suggérer que le juge prenne connaissance des véritables intentions de ton fils. Il y a autre chose, ai-je dit avec hésitation. Parle. Je veux que le conseiller d'État Henri Beaumont soit informé de cette affaire. Jean-Claude a levé les sourcils. Beaumont, le légendaire. Je le connais. Tu es plein de surprises, Jacques. Il me respectait. S'il sait que je suis victime de cela, peut-être assistera-t-il à l'audience comme observateur, juste pour s'assurer que les choses sont faites correctement. Jean-Claude a réfléchi un moment. C'est irrégulier mais pas interdit, et sa présence dans la salle intimiderait n'importe qui. Laisse-moi m'en occuper. Je suis sorti du bureau avec quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. De l'espoir. Mais il manquait encore une pièce. L'après-midi, j'ai pris un taxi jusqu'à un quartier résidentiel du 15e arrondissement, une adresse que j'avais notée sur un papier jauni. J'ai sonné à la porte d'une maison modeste, bien entretenue, avec un jardin de roses devant. Une dame aux cheveux blancs a ouvert. « Oui, Madame Dubois ? C'est moi. Qui êtes-vous ? Je m'appelle Jacques Lefort. J'ai été avocat il y a de nombreuses années. Vous ne me connaissez pas, mais j'ai défendu votre mari en 1987, une affaire d'accident du travail. » Ses yeux se sont écarquillés. « Albert. » « Oui, nous avons obtenu l'indemnisation intégrale. Il a pu prendre sa retraite dans la dignité. » Elle a porté sa main à sa poitrine, émue. « Mon Dieu, maître Lefort, entrez, je vous en prie. » Nous nous sommes assis dans le petit salon. Elle m'a servi du café. Nous avons parlé d'Albert, décédé 3 ans plus tôt, de la vie, des souvenirs. Puis, je lui ai raconté mon histoire. Quand j'ai terminé, Madame Dubois avait les larmes aux yeux. Quelle horreur! Son propre fils. Je sais que c'est beaucoup demandé, Madame Dubois, mais j'ai besoin de témoins qui confirment ma capacité mentale, des personnes qui me connaissent, qui peuvent attester que je suis lucide, fonctionnel. Elle n'a pas hésité. Je témoignerai de tout ce qu'il faudra. Vous avez sauvé ma famille. C'est maintenant à mon tour. J'ai visité 3 autres anciens clients cette semaine-là. Tous ont accepté de m'aider. Jean-Claude a également organisé une série d'examens. Neurologue, psychiatre, gériatre. Tous ont confirmé.
capacité mentale pleine, aucun signe de démence ou de déclin cognitif. Le vendredi, Jean-Claude m'a appelé. J'ai réussi. Beaumont sera à l'audience en tant qu'observateur officiellement, mais tout le monde saura qui il est. La juge sera nerveuse, les avocats de l'autre partie vont transpirer. Parfait. Jacques, tu es sûr de vouloir faire ça? Ton fils sera exposé publiquement. J'ai fermé les yeux. J'ai pensé à son petit rire à l'anniversaire, à vieille corvée, aux mensonges, aux manipulations, à la froideur. Je suis sûr. Alors prépare ton cœur, parce que quand on entrera dans cette salle, il n'y aura pas de retour en arrière. J'ai raccroché. Je me suis regardé dans le miroir du couloir. L'homme reflété avait des rides, des cheveux blancs, des marques du temps, mais dans ses yeux brillait le feu de quelqu'un qui n'avait jamais abandonné. L'avocate était revenue et il était prêt pour la guerre. Le jour de l'audience s'est levé gris. Ciel chargé, menace de pluie, comme si même le temps savait que quelque chose d'important allait se produire. Je me suis habillé avec soin. Pantalon noir classique, chemise blanche discrète, chaussures confortables, rien de tape à l'œil. Je voulais avoir exactement l'air de ce qu'ils attendaient. Un monsieur simple, inoffensif. La surprise viendrait plus tard. Jean-Claude est passé me chercher à 9 heures. Dans la voiture, il a révisé la stratégie. Laisse-les parler en premier. Plus ils sont confiants, mieux c'est. Quand ce sera ton tour, reste calme. Technique, précis, chirurgical, comme au bon vieux temps. Exactement. Nous sommes arrivés au tribunal à 9h40. Le couloir était bondé. Avocats, parties, témoins. L'odeur de vieux papier et de café réchauffé m'a rappelé des souvenirs que je croyais enterrés. Thomas et Laurent étaient déjà là. Lui en chemise bleu marine, celle que je lui avais offerte. Laurent dans son costume gris qui essayait de paraître plus cher qu'il ne l'était. Me Richard, leur avocat, parlait au téléphone, riant de quelques plaisanteries personnelles. Quand ils m'ont vu arriver avec Jean-Claude, le rire s'est éteint. Thomas a regardé, confus. « Papa, qui est-ce ?»« Mon avocat. » Laurent a froncé les sourcils. « Vous avez engagé un avocat? Pourquoi faire? Nous voulons juste régler ça en famille. » Jean-Claude a répondu pour moi, voix ferme. « Maître Jean-Claude Moreau, barreau de Paris. Et cela a cessé d'être une affaire de famille quand vous avez engagé une procédure judiciaire. » Me Richard s'est approché, essayant de paraître confiant, mais il y avait de la tension dans sa mâchoire. « Moreau, le Moreau du cabinet des Champs-Élysées? » Celui-là même. C'est une simple mise sous tutelle, pas besoin d'artillerie lourde. Jean-Claude a souri. « Ah, mais je ne suis pas d'accord. Je pense que ça va en avoir besoin. » Nous sommes entrés dans la salle quand ils ont appelé l'affaire. C'était une petite salle, sans jury, juste une grande table où la juge s'assiérait, des chaises pour les parties, un vieux climatiseur qui faisait du bruit. Mais il y avait une chaise supplémentaire à côté de la table de la juge. Et dessus, il était assis, M. Henri Beaumont, cheveux maintenant complètement blancs, lunettes à monture fine, costume sombre impeccable, la posture droite de quelqu'un qui a passé toute sa vie à faire respecter la loi. Quand je suis entré, nos regards se sont croisés. J'ai vu la reconnaissance immédiate, l'incrédulité. Il savait qui j'étais ou qui j'avais été. La couleur a quitté son visage. La main qui tenait le stylo a visiblement tremblé. Il a murmuré bas, mais audible dans le silence tendu. « Mon Dieu, c'est vraiment lui !» Toutes les têtes se sont tournées. Thomas m'a regardé, puis lui, confus. Laurent a chuchoté quelque chose à son oreille. Me Richard a feuilleté frénétiquement le dossier, cherchant une information qui expliquerait. La juge, Madame Delorme, jeune, peut-être 30 et quelques années, est entrée et a frappé avec son marteau. Audience de justification, dossier 4728, demande de mise sous tutelle. Veuillez vous asseoir. Tout le monde s'est assis. Moi à côté de Jean-Claude, Thomas et Laurent de l'autre côté avec Me Richard. Madame Delorme a remarqué la présence d'Henri et a semblé nerveuse. « Conseiller Beaumont, c'est un honneur de vous avoir comme observateur. »
Il a simplement fait un signe de tête, mais a continué à me regarder. La juge s'est éclairci la gorge. Commençons. Meurichard, la parole est à vous. L'avocat s'est levé, trop confiant. Madame la présidente, l'affaire est simple. Le défendeur Jacques Lefort, 68 ans, veuf, présente des signes évidents de déclin cognitif, des oublis, une désorientation, une difficulté à gérer son patrimoine. Nous avons joint des certificats médicaux, des témoignages, une documentation extensive. La famille cherche seulement à le protéger en s'assurant que ses biens soient administrés de manière responsable, jusqu'à son décès. Jean-Claude l'a interrompu sèchement. C'est une interprétation malhonnête. C'est l'interprétation correcte. Madame Delorme a frappé avec son marteau. De l'ordre, s'il vous plaît. Meurichard, continuez. Il a passé les 10 minutes suivantes à présenter les faux certificats médicaux, les témoins achetés, le récit construit. Chaque mensonge semblait convaincant parce qu'il était bien emballé dans un langage technique. Thomas a pleuré à certains moments. Laurent lui a tenu la main théâtralement. Quand Meurichard a terminé, il s'est assis, satisfait. Madame Delorme m'a regardé. « Monsieur Lefort, souhaitez-vous vous exprimer ?» Je me suis levé lentement. Jean-Claude a posé sa main sur mon bras, encourageant. J'ai respiré profondément, et quand j'ai parlé, ce n'était pas avec la voix tremblante d'un petit vieux effrayé, mais avec la voix tranchante d'un avocat qui n'avait jamais perdu l'instinct. « Madame la présidente, mon nom complet est Jacques Lefort. Je suis avocat, inscrit au barreau de Paris depuis 1979. J'ai exercé pendant 15 ans en droit pénal et civil. J'ai gagné des procès contre des multinationales. J'ai défendu des centaines de clients. Je me suis volontairement retiré pour m'occuper de ma famille, mais jamais, à aucun moment, je n'ai perdu ma capacité mentale. » Le silence dans la salle était sépulcral. Thomas était blanc. Laurent, bouche ouverte. Meurichard paniqué. Henri Beaumont a souri, petit mais sincère. Et j'ai continué, parce que maintenant c'était enfin mon tour. J'ai tiré une chaise plus près de la table, comme je le faisais il y a 40 ans, quand je démontais des témoins. Ma voix était ferme, chirurgicale, chaque mot choisi avec précision. « Madame la présidente, j'aimerais présenter des preuves qui ne figurent pas au dossier, des preuves qui montrent la vraie motivation de cette procédure. » Madame Delorme s'est penchée en avant, intéressée. « Poursuivez !» Jean-Claude a ouvert le dossier et a commencé à distribuer des copies. Transcription des enregistrements, vrais rapports médicaux, déclaration des témoins qu'il avait rassemblés. Premièrement, les certificats médicaux présentés par la partie requérante. J'ai continué, pointant vers les documents. Le docteur Mercier, qui m'aurait prétendument évalué, exerce dans une clinique privée appartenant au mari du requérant, Laurent Dubois. Conflit d'intérêts évident. Meurichard a essayé de se lever. C'est une accusation sans fondement. Henri Beaumont a parlé pour la première fois, voix grave. Laissez finir, maître. Il m'a appelé maître. Meurichard s'est rassis, vaincu. De plus, ai-je poursuivi, j'ai obtenu des évaluations indépendantes auprès de 3 spécialistes différents. Neurologue, psychiatre et gériatre. Tous attestent une capacité mentale pleine. Les rapports sont ici. J'ai remis les documents à la juge. Elle les a feuilletés rapidement, impressionnée. Deuxième point, les témoins. L'employé de pharmacie qui prétend que j'ai acheté le même médicament 2 fois, ça n'est jamais arrivé. La voisine qui dit que j'ai laissé la gazinière allumée est décédée depuis 6 mois. L'autre voisine citée vit à Lyon et n'a pas mis les pieds dans cette rue depuis 3 ans. Thomas a commencé à trembler. Laurent a tiré sur sa cravate, en sueur. Tout inventé, chaque témoignage fabriqué. Madame Delorme a regardé Meurichard sévèrement. « C'est grave, maître. » Il a ouvert la bouche, mais rien n'est sorti. Et maintenant, la cerise sur le gâteau, ai-je dit, ressentant une satisfaction amère. Les enregistrements. Jean-Claude a connecté l'ordinateur portable à un haut-parleur. L'audio a commencé à jouer. D'abord la conversation chez moi quand Thomas et Laurent ont essayé de me convaincre de signer les papiers.
La voix de Laurent a résonné dans la salle. Vous êtes dramatique. Nous sommes une famille. Tout ce qui est à vous sera à nous un jour de toute façon. Nous ne faisons qu'accélérer le processus pour éviter les problèmes. Thomas a fermé les yeux, mortifié. Mais je n'avais pas terminé. Le deuxième enregistrement a commencé. Celui de la fête d'anniversaire. La voix de Laurent claire, moqueuse. Dans 2 mois, cette maison est à nous, vieille corvée. Mais que faire, hein? L'héritage ne tombe pas du ciel. Et puis le rire de Thomas. Au moins, il coopère. Imagine s'il était difficile, ce serait l'enfer. Le silence qui a suivi était assourdissant. Madame Delorme était pâle. Henri secouait la tête, indigné. Même la greffière avait arrêté de taper, choqué. Thomas sanglotait. Laurent était rouge, regardant le sol. « Vieille corvée », ai-je répété, laissant les mots flotter. C'est ainsi que mon gendre m'a appelé et mon fils a ri. Il a approuvé. Je me suis tourné vers Thomas. Nos yeux se sont rencontrés. Je t'ai donné la vie. J'ai abandonné ma carrière pour toi. J'ai passé des nuits éveillées quand tu avais de la fièvre. J'ai vendu les bijoux de ma mère pour payer ton école privée quand l'argent manquait. Et toi, tu m'appelles Corvée. Il a essayé de parler, mais il a seulement pleuré plus fort. Madame la Présidente, ai-je continué en me tournant vers la juge, cette procédure ne concerne pas ma capacité mentale, elle concerne l'avidité. Elle concerne 2 personnes qui ne veulent pas attendre un héritage et qui ont décidé de fabriquer une mise sous tutelle pour prendre ce qui est à moi de mon vivant. Madame Delorme feuilletait les documents de plus en plus tendus. Avez-vous d'autres preuves ? J'ai des déclarations de 4 anciens clients, des personnes que je suis depuis des décennies, attestant ma lucidité. Des relevés bancaires montrant que je gère parfaitement mes finances. J'ai posé sur la table ma carte du barreau. Cette carte a 46 ans, elle est active, je paie ma cotisation religieusement. Je n'ai jamais cessé d'être avocat, Madame la Présidente, j'ai simplement cessé d'exercer. Mais l'homme qui a défendu des affaires contre des géants de l'immobilier, qui a affronté les préjugés dans des tribunaux bondés, qui a battu des procureurs brillants, comme M. Beaumont ici présent, cet homme n'est jamais mort. Henri souriait ouvertement maintenant. Il dormait seulement, et maintenant il s'est réveillé. Madame Delorme a posé les papiers sur la table et frappé avec son marteau. Je vais ordonner une pause de 15 minutes. Quand nous reviendrons, je veux entendre les explications de la partie requérante. Et Richard, je vous suggère de consulter le code de déontologie du barreau, car vous pourriez avoir de sérieux problèmes. Elle est sortie. Henri l'a accompagnée, mais avant, il m'a fait un clin d'œil. Dans la salle, il ne restait que nous. Thomas s'est levé, chancelant. Il est venu vers moi. « Papa, J'ai levé la main, coupant. « Non, pas maintenant. Laurent a essayé de jouer l'arrogant une dernière fois. Vous regretterez cela. Nous sommes une famille. » Je l'ai regardé avec tout le mépris que je ressentais. La famille ne conspire pas, la famille ne ment pas, la famille n'appelle pas son beau-père Corvée. Il a pâli. Je suis sorti de la salle avec Jean-Claude. Dans le couloir, je me suis appuyé contre le mur, tremblant, pas de peur, d'adrénaline. « Tu as été formidable », a dit Jean-Claude, fier. « Ce n'est pas encore fini. »« Oh, mais c'est déjà gagné, ils n'ont plus rien. » J'ai souri, fatigué. « Alors maintenant vient la partie qu'ils vont détester encore plus. » Laquelle ? La justice. Quand nous sommes revenus dans la salle, l'atmosphère avait complètement changé. Thomas avait les yeux gonflés, Laurent se rongeait les ongles, un tic nerveux que je ne lui avais jamais vu. Richard feuilletait frénétiquement ses documents, cherchant une issue qui n'existait pas. Madame Delorme est entrée avec une expression que je connaissais bien de mes années de tribunal, le visage de quelqu'un qui a déjà décidé et ne changera pas d'avis. Henri est revenu aussi, s'asseyant avec cette posture impeccable de toujours. « Reprenons », a commencé la juge, voix ferme. « Richard, la partie requérante a-t-elle quelque chose à déclarer ?» L'avocat s'est levé, visiblement ébranlé. « Madame la Présidente, il y a eu des malentendus. Mes clients ont agi de bonne foi, sincèrement préoccupés par la santé du père. »« Des malentendus ?» Henri a interrompu, sa voix résonnant avec autorité.
Maître, j'ai entendu les enregistrements, vu les faux certificats. Ce n'est pas un malentendu, c'est un délit. Me Richard a dégluti. Madame Delorme a frappé avec son marteau. Je vais plus loin. Au vu des preuves présentées par le défendeur, il est évident que cette procédure a été engagée de mauvaise foi, basée sur de fausses allégations, et dans l'unique but de s'approprier indûment un patrimoine. Par conséquent, je rejette la demande de mise sous tutelle. Thomas a laissé échapper un gémissement sourd. De plus, a poursuivi la juge, j'ordonne l'ouverture d'une enquête pour procédure abusive, faux témoignages et tentative d'escroquerie. Le dossier sera transmis au parquet. Laurent s'est levé, désespéré. Mais madame, cela va ruiner. Asseyez-vous, a-t-elle coupé sèchement. Il s'est assis. Concernant Me Richard, j'ordonne la saisine du Conseil de l'Ordre pour analyse de manquements déontologiques. Produire une requête basée sur des certificats médicaux frauduleux constitue une infraction très grave. Le visage de Me Richard est devenu gris. L'audience est levée. Le coup de marteau final a résonné comme un coup de feu. Jean-Claude a serré mon bras, triomphant. Henri s'est approché, me tendant la main. Maître Lefort, ce fut un honneur d'assister à cela. Vous n'avez rien perdu de votre éclat. J'ai serré sa main, ému. Merci, Henri, pour tout. Il a fait un signe de tête et est sorti, laissant une traînée de respect sur son passage. Thomas a essayé de s'approcher, mais Jean-Claude l'a bloqué. N'essayez même pas. Tout ce que vous voulez dire à mon client, faites-le par l'intermédiaire d'un avocat. Nous sommes sortis du tribunal sous un ciel qui s'ouvrait enfin. La pluie menaçante n'est jamais venue. C'était comme si même le temps reconnaissait la victoire. Mais je savais que ce n'était que le début. Dans les semaines qui ont suivi, la machine de la justice a tourné implacablement. Le parquet a ouvert une enquête formelle. Ils ont convoqué le docteur Mercier, qui a avoué avoir signé le certificat sans m'avoir vraiment évalué. Laurent lui avait payé 5 000 € pour cela. La clinique où il travaillait a résilié son contrat. Les faux témoins ont également été localisés. Une femme a avoué que Laurent lui avait offert 3 000 € pour mentir. Elle était au chômage, désespérée. Elle a accepté. Maintenant, elle affrontait une procédure pour faux témoignages. Me Richard a vu sa licence temporairement suspendue par l'ordre des avocats. Le cabinet qu'il partageait avec d'autres avocats l'a licencié pour protéger la réputation de l'étude. Laurent a perdu son emploi. L'histoire a fuité sur les réseaux sociaux. Quelqu'un de l'audience l'a partagé et c'est devenu une nouvelle sur les portails locaux. Un gendre tente de faire interner son beau-père Lucide pour voler l'héritage. L'agence de publicité où il travaillait ne voulait pas être associée au scandale. Ils l'ont licencié en 48 heures. Thomas, qui travaillait à mi-temps comme styliste, a vu ses clients disparaître. Personne ne veut engager quelqu'un qui a essayé de voler son propre père, mais je n'en suis pas resté là. J'ai intenté une action en dommages et intérêts. J'ai demandé 150 000 € d'indemnisation. Jean-Claude pensait que c'était trop, mais j'ai insisté. Ce n'est pas pour l'argent, Jean-Claude, c'est pour la leçon. Le juge a accordé 150 000 €, que Thomas et Laurent devraient payer en lourdes mensualités qui pèseraient sur leur budget pendant des années. Quand j'ai reçu le premier versement, 3 mois plus tard, j'ai pris l'argent et je suis allé directement à la maison Saint-Vincent, dans le 13e arrondissement. Un foyer pour personnes âgées, victimes de violences familiales, des gens qui ont été abandonnés, volés, agressés par leurs enfants, petits-enfants, neveux. La directrice, sœur Marie, m'a reçu dans son petit bureau. « Vous souhaitez faire une visite ?» a-t-elle demandé gentiment. « Je veux faire un don. » J'ai remis le chèque. 150 000 €. Elle a écarquillé les yeux. « Mon Dieu, monsieur, c'est le montant que mon fils m'a versé en compensation pour avoir essayé de me voler. » Ai-je expliqué. « Je ne veux pas cet argent. Je veux qu'il aide ceux qui en ont vraiment besoin. » Sœur Marie a pris mes mains, les larmes aux yeux. « Vous ne savez pas ce que cela signifie pour nous. Nous allons pouvoir réparer le toit, acheter des médicaments, améliorer les repas. Je sais exactement ce que cela signifie.
ai-je répondu. Cela signifie que quelque chose de bon est né de quelque chose de mauvais. Je suis sorti de là plus léger que quand j'y étais entré, car j'avais prouvé quelque chose. Ce n'était pas l'argent que je voulais, c'était la justice, c'était la dignité, c'était montrer que les actions ont des conséquences. Et Thomas et Laurent l'apprenaient de la manière la plus dure possible, mais l'histoire n'était pas encore terminée. Il restait la partie la plus douloureuse, celle où je devrais décider s'il y avait place pour le pardon ou si certaines trahisons sont trop profondes pour cicatriser. 3 mois après l'audience, j'ai reçu un appel. C'était Thomas. Je suis resté à regarder son nom sur l'écran du téléphone, sans répondre. 8 sonneries, 10, 12, il a insisté. À la 15e tentative, j'ai décroché. « Allô ?» Silence de l'autre côté, respiration lourde, puis sa voix faible. « Papa, est-ce que je peux te parler ? Tu parles déjà. En personne, s'il te plaît. » J'ai pensé à refuser. Ce serait si facile de raccrocher, de bloquer le numéro, de continuer ma vie comme s'il n'avait jamais existé. Mais quelque chose, peut-être la curiosité, peut-être un vestige d'amour paternel, m'a fait accepter. Samedi, 15 heures, chez moi. Merci, papa. J'ai raccroché avant qu'il ne termine. Le samedi, il est arrivé ponctuellement, seul, sans Laurent. Il était méconnaissable. Ses cheveux, autrefois toujours impeccables, étaient attachés en queue de cheval négligée. Pas de maquillage, vêtements simples, jeans et t-shirt blanc, cernes profonds. Je ne l'ai pas embrassé. J'ai simplement ouvert la porte et montré le salon. « Assieds-toi. » Il s'est assis au bord du canapé, mains sur les genoux, regardant vers le bas. J'ai préparé du café, non par gentillesse, mais parce que j'avais besoin de quelque chose dans les mains. J'ai posé la tasse sur la petite table centrale, sans lui en offrir. « Alors ?» ai-je demandé, froid. Thomas a respiré profondément. « Papa, je suis venu te demander pardon. »« Pardon. Je sais que ce n'est pas suffisant. Je sais que ça ne le sera jamais, mais je dois te faire savoir que je regrette. »« Que regrettes-tu exactement ?» ai-je demandé, me penchant en avant. « D'avoir essayé de me faire interner, de m'avoir appelé corvée, d'avoir menti, manipulé, détruit ma dignité. Qu'est-ce que tu regrettes, Thomas ?» Il a commencé à pleurer. « Tout, papa. » « Les larmes sont faciles. » ai-je répondu sans émotion. « Les larmes ne coûtent rien. » Il a essuyé son visage avec le dos de la main. « Je sais que je suis une personne horrible. Laurent, il m'a convaincu que c'était normal, que ce n'était qu'une question de temps, que tu aurais besoin d'aide de toute façon, qu'on ne faisait que devancer les choses. Et tu l'as cru ? J'ai voulu le croire, a-t-il admis, la voix brisée, parce que c'était plus facile, parce qu'on était criblé de dettes, l'appartement avec des mensualités en retard, carte de crédit au maximum. Et quand papa François est mort, j'ai vu cette maison, cet argent, et j'ai pensé que c'était la solution. Solution prise à moi. Oui, au moins, il ne mentait plus maintenant. « Où est Laurent ?» ai-je demandé. Elle a hésité. On s'est séparés. J'ai ressenti une pointe de satisfaction, mais je ne l'ai pas montré. Quand ? Le mois dernier, il a demandé le divorce. Il a dit que j'avais ruiné sa vie, que par ma faute il avait perdu son emploi, sa réputation, tout, comme si j'avais fait ça tout seul. Mais tu l'as fait, ai-je souligné. Vous l'avez fait ensemble. Je sais. Et maintenant qu'il m'a abandonné, je viens ici. Cherchant quoi, Thomas ? De l'argent, un refuge, un pardon facile. Il a secoué la tête, désespéré. Non, papa, je ne viens rien demander. Je viens juste dire que tu avais raison sur tout. Sur lui, sur moi, sur ce que nous étions et ce que vous étiez. Des profiteurs, des mauvaises personnes. Je me suis levé, suis allé à la fenêtre, j'ai regardé le jardin où François avait l'habitude d'arroser les roses. « Tu sais ce qui m'a fait le plus mal, Thomas ?» ai-je demandé sans le regarder. Ce n'était pas l'argent, ce n'était pas la maison, c'était le manque de respect. C'était toi me regardant et voyant un obstacle. C'était toi riant quand Laurent m'a appelé corvée. À ce moment-là,
J'ai compris que je n'avais jamais été vraiment ton père. J'ai juste été la personne qui a financé ta vie jusqu'à ce que tu n'en aies plus besoin. Ce n'est pas vrai. Si, c'est vrai, ai-je coupé en me tournant vers lui. Et tu le sais. Il s'est effondré en sanglots, a enfoui son visage dans ses mains, tout son corps tremblant. Une partie de moi a voulu le consoler, l'instinct paternel, vieux et têtu. Mais la partie rationnelle, celle qui a survécu à la trahison, a gardé les pieds fermement sur le sol. « Lève-toi !» ai-je ordonné. Il a obéi, s'essuyant le visage. « Tu veux le pardon ?» ai-je demandé. « Je ne le mérite pas. » « Non, tu ne le mérites pas, mais je vais te donner quelque chose de mieux qu'un pardon bon marché. » Il m'a regardé, confus. « Je vais te donner une seule chance de prouver que tu es plus que cette personne misérable qui s'est vendue pour de l'argent. Trouve un emploi, n'importe lequel, travaille, subviens à tes besoins, apprends la valeur des choses. Et quand tu auras réussi à payer la première mensualité de l'indemnisation avec ta propre sueur, sans l'aide de personne, tu reviendras. Là, nous parlerons à nouveau. Papa, j'ai déjà trouvé un travail, réceptionniste dans un cabinet dentaire, gagnant moins que le SMIC. Parfait, alors tu as déjà commencé. Mais ça prendra des années pour tout payer. Exactement, ai-je répondu, parce que le pardon n'est pas instantané. La confiance ne se reconstruit pas en une conversation. Tu as détruit tout ce que nous avions. Si tu veux en récupérer quoi que ce soit, tu devras reconstruire brique par brique. Il a acquiescé, avalant ses larmes. Et autre chose, ai-je continué. Je ne veux pas te voir ici toutes les semaines. Je ne veux pas d'appels téléphoniques dramatiques. Tu vis ta vie, tu apprends à te débrouiller. Et quand tu penseras avoir vraiment grandi, avoir vraiment compris la gravité de ce que tu as fait, alors tu me contacteras. Tu ne me pardonneras jamais, n'est-ce pas? Je l'ai regardé longuement. Le pardon n'est pas l'oubli, Thomas, et je n'oublierai jamais, mais peut-être qu'un jour, je pourrai te regarder sans sentir cette douleur dans la poitrine. Peut-être. Il est parti, vaincu. Il est allé jusqu'à la porte. Avant de sortir, il s'est retourné. « Papa, je suis vraiment désolé. » Moi aussi. J'ai fermé la porte et m'y suis adossé. J'ai pleuré pour la première fois depuis des mois. J'ai vraiment pleuré. Non de faiblesse, mais d'acceptation. Acceptation que certaines choses se brisent et ne peuvent pas toujours être recollées. 2 ans se sont écoulés depuis ce jour au tribunal. 2 ans qui ont tout changé. Je suis assis maintenant dans un café à Buenos Aires, regardant le mouvement de l'avenue Corrientes. Le soleil de l'après-midi illumine les tables sur le trottoir. L'odeur de medialuna fraîchement cuite se mêle à l'arôme fort du café porteño. J'ai voyagé. J'ai enfin voyagé. Pérou, Bolivie, Chili, Argentine. Des endroits où François avait toujours promis de m'emmener et ne m'a jamais emmené. Pas par méchanceté. La vie a simplement consommé ses plans, et j'ai laissé la vie consumer les miens aussi. Mais plus maintenant. J'ai vendu la moitié de la maison. J'ai transformé la maison en 2 appartements indépendants. J'habite dans l'un, j'ai loué l'autre à une jeune famille. Le revenu complète ma retraite et me donne la liberté de faire ce que je veux. Ce qui restait de l'argent, une partie est allée à la rénovation, une partie à ces voyages que je fais depuis 1 an, et une partie est allée à une cause que j'ai découverte par hasard. J'ai donné une conférence. Oui, une conférence. Sœur Marie de la Maison Saint-Vincent m'a invité à parler à un groupe de personnes âgées victimes de violences familiales. J'ai d'abord refusé. Je ne suis pas conférencier, ai-je dit, mais elle a insisté. Vous êtes un survivant et cela vaut plus que n'importe quel diplôme. J'y suis allé, nerveux, ne sachant pas quoi dire, mais quand j'ai regardé ces personnes, ces dames aux cheveux blancs, ces messieurs voûtés, tous avec des histoires de trahison familiale, les mots sont venus naturellement. J'ai raconté mon histoire sans filtre, sans épargner les détails. Quand j'ai terminé, un monsieur d'environ 70 ans a levé la main. « Comment avez-vous trouvé le courage de réagir ?» J'ai réfléchi avant de répondre. «
Ce n'était pas du courage, c'était de la colère, c'était de l'indignation, c'était refuser d'accepter que ma valeur en tant que personne dépendait de l'opinion de ceux qui m'ont trahi. Applaudissements, embrassades, larmes. Après ce jour, d'autres invitations sont venues. Association de soutien aux personnes âgées, groupe de défense des droits humains. Même une université m'a invité à parler de la discrimination fondée sur l'âge dans le système judiciaire. J'ai découvert que mon histoire n'était pas seulement la mienne, c'était celle de milliers de personnes invisibles, réduites au silence, considérées comme jetables simplement parce qu'elles avaient vieilli. Et je suis devenu une voix pour ceux qui avaient perdu la leur. Thomas. Il a tenu sa promesse, a travaillé, s'est démené, a payé chaque centime de l'indemnité. Cela lui a pris 1 an et demi, mais il a payé. Il y a 6 mois, il m'a appelé. « Papa, j'ai payé la dernière mensualité. » Félicitations. Est-ce que je peux te rendre visite? J'ai laissé le silence peser. Tu peux. Il est venu, différent, plus mince, main calleuse à force de travail. Il a obtenu une promotion à la clinique dentaire. Maintenant, il était assistant administratif, gagnait un peu plus. Nous avons pris un café, avons parlé non pas du passé, mais du présent. Il m'a dit qu'il faisait une thérapie, qu'il avait compris à quel point il avait été manipulé, mais aussi combien il avait été complice actif, qu'il portait la culpabilité, mais apprenait à vivre avec. Je ne l'ai pas complètement pardonné. Je ne sais pas si je le ferai un jour, mais j'ai laissé une porte entr'ouverte. Parce que le pardon n'est pas une réconciliation instantanée. C'est un processus lent, douloureux, qui exige plus que de belles paroles. Et je ne suis pas naïf, je ne l'ai jamais été. Je termine mon café, paie l'addition, me lève. Demain, je prends un avion pour Montevideo, puis peut-être Santiago à nouveau, ou peut-être Carthagène. J'ai toujours voulu connaître. Mon téléphone vibre, message de Jean-Claude. Jacques, une chaîne de télévision veut t'interviewer sur l'abus financier envers les personnes âgées. Ça te dit? Je souris. Ça me dit. Programme ça pour mon retour. Je range le téléphone et marche le long de l'avenue. À 70 ans, j'ai enfin compris quelque chose que j'aurais dû comprendre il y a longtemps. Être bon ne signifie pas être naïf. Être gentil n'est pas être lâche. Aimer n'est pas accepter le manque de respect. Et vieillir n'est pas perdre de la valeur. C'est accumuler une sagesse que les jeunes mettront encore des décennies à conquérir. Thomas et Laurent pensaient que j'étais faible parce que j'avais été gentil toute ma vie. Ils pensaient qu'ils pourraient m'écraser parce que j'avais choisi d'être père au lieu d'avocat. Mais ils n'ont pas compris une chose simple. Je n'ai pas cessé d'être avocat. J'ai simplement rangé la toge, et quand j'en ai eu besoin, je l'ai remise. J'ai prouvé que le respect ne se demande pas, il se gagne, que la dignité ne se négocie pas, et que sous-estimer un homme qui a survécu à des décennies d'invisibilité est l'erreur la plus coûteuse qu'on puisse commettre. Ils ont payé ce prix, et moi, je vis enfin. Je m'arrête devant une librairie. Dans la vitrine, une affiche. Il n'est jamais trop tard pour recommencer. J'entre, achète 3 livres dont je n'ai pas besoin, mais que je veux, parce que je peux, parce que je suis libre, et parce que j'ai finalement compris que la meilleure vengeance n'est pas de détruire ceux qui t'ont blessé, c'est d'être heureux malgré eux. Et toi qui as suivi cette histoire jusqu'ici, t'es-tu déjà demandé combien de Jacques existent là-bas? Combien de grands-pères, de pères, d'oncles sont réduits au silence, manqués de respect, volés par ceux qui devraient les protéger? Si cette histoire a touché ton cœur, si elle t'a fait réfléchir sur la dignité, le respect et la valeur des personnes qui vieillissent autour de nous, laisse ton commentaire. Dis-moi d'où tu regardes. Raconte-moi, connais-tu une histoire similaire? As-tu déjà dû imposer des limites dans ta famille? Aime cette vidéo, partage-la avec ceux qui ont besoin de l'entendre et abonne-toi à la chaîne Les Conseils de Papy. Parce qu'ici, on ne raconte pas des histoires pour un divertissement bon marché. On raconte des histoires qui doivent être racontées. À la prochaine. Et rappelle-toi, ne sous-estime jamais un homme qui a déjà affronté des batailles que tu n'imagines même pas.
Il peut être silencieux, mais il n'est pas vaincu.